La corde se sépara avec un léger sifflement, pas un claquement sonore. Pas le craquement dramatique que les gens imaginent, juste un bruit discret et délibéré. Comme quelqu'un coupant un ruban. Pendant une seconde impossible. Je fixais ma mère car mon cerveau refusait de comprendre ce que mes yeux venaient de voir. Son couteau de secours était encore pressé contre la corde de sécurité orange vif attachée à mon harnais. Elle me regarda droit dans les yeux. Elle sourit. Puis elle murmura, « One less problème ». La corde se sépara. Je tombai. Le monde disparut sous mes bottes. Mon cri résonna contre les parois de granit tandis que je tombais en arrière dans le ravin. La dernière chose que je vis avant que les arbres ne m'engloutissent ne fut pas le ciel. Ce fut le visage de ma mère. Elle ne criait pas. Elle n'essayait pas de m'attraper. Elle levait son téléphone, le tenant haut, souriant, prenant un selfie. Ce n'est qu'après avoir baissé le téléphone que sa bouche s'ouvrit. Ma fille a glissé. Son cri a résonné à travers les montagnes. Que quelqu'un m'aide. Puis les arbres m'attrapèrent. Des branches me frappèrent au visage. Un gros pin cassa sous mon poids. Un autre se courba comme un arc avant de me projeter sur le côté contre un rocher déchiqueté. Quelque chose craqua dans ma poitrine. Une douleur explosa dans mon côté gauche. Je heurtai un autre arbre, puis un autre. Enfin, tout s'arrêta. Je restai suspendu la tête en bas, enchevêtré dans des branches cassées. À près de 80 pieds sous le sentier. Pendant un long moment, il n'y eut aucun bruit sauf ma propre respiration. Puis je toussai. Du sang chaud, métallique. Je n'étais pas morte. J'aurais voulu dire que le soulagement vint en premier. Ce ne fut pas le cas. La première émotion fut l'incrédulité. Ma propre mère venait d'essayer de me tuer. Je m'appelle Nora Whitfield. J'ai 31 ans. Je suis ingénieur en environnement. J'ai passé la plus grande partie de ma vie adulte à inspecter des pentes montagneuses instables. Des sites de restauration forestière et des sentiers de randonnée isolés. J'ai suivi des formations de survie en milieu sauvage. J'ai secouru des randonneurs blessés. J'ai enseigné la sécurité des cordes. Jamais, pas une seule fois. Je n'avais imaginé que la personne dont j'aurais besoin de ces compétences de survie pour m'échapper serait ma propre mère. Le voyage avait été son idée. Juste nous, les filles. C'est ainsi qu'elle l'avait appelé. Un week-end dans les Blue Ridge Mountains avant le début de ma saison de projets chargés en été. Mon mari Ethan avait souri quand je lui en avais parlé. Peut-être que ça aidera. Il savait que ma relation avec maman avait toujours été compliquée, pas abusive. Pas ouvertement cruelle, juste inégale. Elle adorait ma jeune sœur, Felicity. Tout ce que Felicity faisait était extraordinaire. Tout ce que je faisais était attendu. Quand j'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion d'ingénierie, maman a dit, c'est bien. Quand Felicity a terminé un cours de photographie de 6 semaines. Maman a organisé un dîner familial. Quand Ethan m'a demandé en mariage. Maman a passé la moitié de la fête de fiançailles à parler de combien Felicity devait se sentir seule. Ça avait toujours été comme ça. Mais après la mort de papa il y a 3 ans, quelque chose a changé. Maman est devenue plus froide, plus pleine de ressentiment. Chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre à l'argent. La cabane de papa, les investissements de papa, l'assurance de papa, le compte de retraite de papa. Je n'ai jamais compris pourquoi. Le testament était simple. Tout était divisé également entre nous trois, maman, Felicity et moi. Il n'y avait rien pour lequel se battre. Du moins, c'est ce que je croyais. Le matin de la randonnée était parfait. Ciel bleu, air frais, l'odeur des pins flottants dans la vallée. Maman semblait inhabituellement joyeuse. Elle riait, demandait des nouvelles de mon fils. M'a même serré dans ses bras avant de quitter le parking. Je me souviens avoir pensé, peut-être que c'est le début de quelque chose de mieux. À midi, nous avions atteint Eagle Spin Overlook. Une section étroite où les randonneurs s'attachent à un câble de sécurité en acier fixé dans la montagne.
J'avais traversé des itinéraires similaires des dizaines de fois. J'ai vérifié mon harnais, mon mousqueton, et l'équipement de maman aussi. Tout semblait normal. Elle m'a même remercié, tu as toujours été la prudente. J'ai souri, déformation professionnelle. Elle a ri, je te suis. Je me suis attaché au câble et j'ai commencé à traverser. Le vent s'est levé. Bien en dessous. La rivière ressemblait à un mince ruban d'argent serpentant à travers une forêt infinie. À mi-chemin, je me suis retourné, tu viens. Elle a hoché la tête. Au lieu de s'attacher immédiatement au câble de sécurité, elle a posé son sac à dos. J'ai fait tomber quelque chose. J'ai attendu. Elle a ouvert une poche latérale et sorti un couteau de secours. Au début, je n'étais pas inquiète. Beaucoup de randonneurs en portent. Puis elle a marché directement vers la corde reliant mon harnais à la ligne fixe. Pendant une étrange seconde, j'ai pensé qu'elle enlevait un fil lâche. Puis la lame a touché la corde. Maman, ai-je dit. Elle a souri, le même sourire qu'elle arborait sur toutes les photos de famille depuis mon enfance. Doux, gentil, familier. Puis elle a murmuré, one less problème. La corde s'est rompue. Des heures plus tard, les équipes de recherche et de secours sont arrivées. Des hélicoptères tournaient au-dessus. Des volontaires bordaient les sentiers. Des caméras de télévision se rassemblaient près de la station des Rangers. Tout le monde fouillait le fond du ravin. Personne ne cherchait dans la canopée de pin où j'étais piégé. Le shérif local se tenait à côté de ma mère. Mes condoléances, Madame Whitfield. Je suis vraiment désolé. Elle a enfoui son visage dans son épaule. J'ai essayé de l'attraper. Les journalistes filmaient chaque larme, chaque mot tremblant, chaque étreinte. Au coucher du soleil. Les stations de télévision locales parlaient déjà d'un tragique accident de randonnée. Elles affichaient ma photo, ingénieure en environnement, mère d'un enfant, présumée morte. Mon mari a vu le reportage pendant qu'il couchait notre fils de 6 ans, Caleb. La tasse de café a glissé de sa main et s'est brisée sur le sol de la cuisine. Pendant ce temps, j'étais encore en vie, à peine. Chaque respiration envoyait une douleur vive dans mes côtes. Mon poignet gauche était tordu selon un angle anormal. Les poignets ne devraient pas se plier ainsi. Du sang imbibait ma veste. Le sifflet de survie accroché à mon sac à dos s'était détaché pendant la chute. L'écran de mon téléphone était brisé au-delà de tout usage. Pas de signal, pas de lampe de poche, pas de balise d'urgence. La nuit approchait. J'ai regardé vers le haut. Le sentier était invisible depuis l'endroit où j'étais suspendu. La corde cassée pendait encore à mon harnais. J'ai tendu la main vers elle avec ma bonne main. L'extrémité était nette, pas effilochée, pas déchirée, coupée. J'ai fixé ces fibres parfaitement tranchées jusqu'à ce que les larmes brouillent ma vision. Il ne pouvait y avoir aucune excuse, aucun malentendu, aucun accident. Ma mère ne m'avait pas regardé tomber. Elle l'avait provoqué. Alors que l'obscurité s'installait sur la montagne. Les températures commençaient à chuter rapidement. Je connaissais les statistiques. Les personnes avec de multiples blessures, piégées toute une nuit en terrain isolé. Survivent rarement, surtout sans abri, surtout avec une hémorragie interne. J'ai appuyé ma tête contre l'écorce rugueuse qui supportait mon poids. Au-dessus de moi, quelque part au-delà des arbres. Les hélicoptères de secours continuaient à chercher. Ils fouillaient le fond de la vallée, la rivière, les falaises. Partout sauf l'endroit où je m'accrochais encore à la vie. Puis, loin au-dessus, j'ai entendu un dernier bruit avant que l'obscurité n'engloutisse la montagne. La voix d'un pilote d'hélicoptère a résonné faiblement dans un haut-parleur. Si quelqu'un peut nous entendre, faites-nous un signe. J'ai ouvert la bouche pour crier. Rien n'est sorti. La première règle de la survie en milieu sauvage est brutalement simple, ne pas paniquer. La panique gaspille l'oxygène. La panique gaspille l'énergie. La panique tue les gens. Au lieu de crier, j'ai donc commencé à compter. 1, 2, 3 quand j'ai atteint 50. Ma respiration avait suffisamment ralenti pour que je puisse réfléchir.
Mon harnais s'était accroché au tronc épais d'un pin de montagne poussant latéralement hors de la paroi du ravin. Plusieurs branches cassées avaient absorbé la plus grande partie de l'impact avant que je ne m'écrase sur une étroite corniche de roches instables. Chanceuse. Incroyablement chanceuse. 15 pieds de plus et j'aurais atterri sur les rochers en contrebas. J'ai soigneusement touché mes côtes. La douleur a explosé dans mon flanc. Cassé, définitivement. Mon poignet gauche gonflait déjà sous mon gant. Fracturé, peut-être pire. Du sang coulait régulièrement d'une coupure au-dessus de mon sourcil droit. J'ai fermé les yeux. Survivre d'abord. Tout le reste plus tard. La trousse d'urgence. Chaque sac de randonnée devrait en avoir une. La mienne en avait une. Le sac à dos pendait encore à une épaule. La fermeture éclair s'était déchirée pendant la chute, répandant la moitié de mon équipement dans le ravin. Mais la pochette étanche d'urgence restait coincée à l'intérieur. Dieu merci, j'ai réussi à la sortir. À l'intérieur, une couverture thermique, des pastilles de purification d'eau. Une petite trousse de premier secours, des barres énergétiques, un allume-feu, de la paracorde. Une lampe frontale. La lampe frontale était fissurée. Elle a clignoté une fois puis s'est éteinte. Évidemment. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle. Mais parce que parfois la seule chose qui reste entre la survie et l'abandon est de refuser de laisser la malchance décider à votre place. Au coucher du soleil, la température a chuté brutalement. Le vent se déplaçait différemment à l'intérieur du ravin. Chaque rafale volait de la chaleur à mon corps. J'ai enveloppé la couverture thermique autour de moi aussi étroitement que possible et j'ai calé mes bottes contre des racines exposées pour éviter de glisser plus bas. Quelque part au-dessus, j'ai entendu un autre hélicoptère. Son projecteur balayait les falaises. Si proche, et pourtant si impossiblement loin. J'ai essayé de crier. Seul un murmure est sorti. Ma poitrine refusait de coopérer. Une côte fracturée s'enfonçait plus profondément à chaque inspiration. L'hélicoptère a disparu. Le silence est revenu. La montagne est devenue terriblement sombre. Puis la pluie a commencé. Pas une tempête, juste une lente bruine de montagne. Assez pour tout tremper. Assez pour abaisser ma température corporelle. Assez pour sauver ma vie. J'ai déplié la couverture d'urgence en un entonnoir peu profond et j'ai recueilli l'eau de pluie. Dans ma tasse métallique. Tous les instructeurs de survie avec qui j'avais formé répétaient la même phrase. L'hydratation garde votre cerveau en vie. Cette nuit-là, ces mots sont devenus ma prière. Au lever du soleil, j'ai enfin évalué mon environnement. Le ravin n'était pas une chute droite. C'était une série de corniches escarpées couvertes de pins, de roches instables et d'épais buissons de rhododendrons. Bien en dessous, j'entendais de l'eau, un ruisseau. Si je pouvais l'atteindre, je pourrais peut-être trouver une sortie. Si je restais où j'étais, personne ne me verrait jamais. Les hélicoptères de recherche regardaient vers le bas. J'étais caché sous la canopée des arbres, invisible. Je n'avais qu'un choix, bouger. Chaque pouce faisait mal. J'ai utilisé la paracorde pour attacher mon bras blessé contre mon corps. Puis j'ai cassé une branche morte pour en faire une canne de fortune. Le premier pas a presque fait perdre connaissance. Le deuxième n'était guère mieux. Au 10e, j'avais avancé de moins de 20 pieds. Des heures ont passé. J'ai grimpé, glissé, reposé, grimpé encore. Plus d'une fois, j'ai pensé à arrêter pour toujours. Chaque fois, j'imaginais Caleb, mon fils de 6 ans, debout dans notre allée chaque soir, attendant que je rentre du travail. Son petit sac à dos, sa dent de devant manquante, la façon dont il criait toujours « Maman ». On fait la course jusqu'au porche. Je ne grimpais plus pour moi. Je grimpais pour revenir vers lui. Vers midi, j'ai entendu des voix. De vraies voix. Des volontaires de recherche. Ils ne pouvaient pas être à plus de 100 yards. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge brûle. Rien. Le ruisseau rugissant engloutissait tous les sons.
Puis un berger allemand a aboyé. Un chien de recherche. L'espoir a surgi en moi. Les aboiements se sont rapprochés, plus forts, plus proches. Puis ils se sont arrêtés soudainement. Un maître a appelé, par ici. Les pas se sont éloignés dans la direction opposée. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. Je n'avais jamais ressenti une telle solitude. Ce soir-là, les stations de télévision ont interrompu leur programmation habituelle. Les autorités pensent maintenant qu'il y a peu de chances que la randonneuse disparue ait survécu à la chute. Une photo de moi remplissait l'écran. Ma photo de famille souriante du dernier Noël. En dessous, les mots « présumé décédé ». Les journalistes ont interviewé mon mari devant notre maison. Ethan avait l'air de ne pas avoir dormi. Nous demandons à tout le monde, sa voix s'est brisée. S'il vous plaît, ne cessez pas les recherches. Derrière lui, Caleb serrait mon chapeau de randonnée contre sa poitrine. Je sais que ma maman va rentrer à la maison. Des millions de personnes regardaient. Beaucoup pleuraient. Une personne ne pleurait pas. De l'autre côté de la ville, ma mère était assise dans son salon et donnait une autre interview. Elle tamponnait de fausses larmes avec un mouchoir. Je n'arrête pas de rejouer la scène, murmurait-elle. Si seulement j'avais pu l'attraper plus tôt. Le journaliste lui a touché doucement l'épaule, ce n'était pas votre faute. Maman a hoché la tête tristement, je me suis déjà pardonné. Ces 6 mots ont glacé le détective qui se tenait juste hors du cadre de la caméra. Car selon le chronologie du shérif, personne ne l'avait accusé de quoi que ce soit. Pourtant, elle parlait déjà de pardon. Le lendemain matin, j'ai enfin atteint le ruisseau. L'eau glacée a choqué chaque nerf de mon corps. J'ai bu lentement, lavé le sang de mon visage, puis remarqué quelque chose d'inattendu. Un ancien câble d'acier tendu à travers le cours d'eau, rouillé, à moitié enfoui sous la mousse. Je l'ai suivi en amont. Les ingénieurs en environnement remarquent des choses que les autres ne voient pas. Anciennes lignes utilitaires, routes abandonnées, système de drainage. Ce câble n'avait pas été placé par des randonneurs. Quelqu'un avait construit quelque chose ici des décennies plus tôt. Si je le suivais, peut-être qu'il mènerait quelque part. Pendant les 6 heures suivantes, je me suis traîné en amont, pas à pas, douloureusement. Près du coucher du soleil, le câble a disparu sous les mauvaises herbes. Puis je l'ai vu, un panneau de bois usé par le temps, presque complètement caché par les vignes. Forestry Service Road 3 a fermé. 21 ans plus tôt. J'ai ri et pleuré en même temps. Une route. Une route signifiait des véhicules. Des véhicules signifiaient des gens. Des gens signifiaient de l'espoir. Alors que je trébuchais sur la route de gravier fissuré, j'ai entendu un moteur. Un vieux pick-up vert de la foresterie a contourné le virage. Le conducteur a freiné brutalement. Il m'a fixé à travers le pare-brise. Pendant plusieurs longues secondes, aucun de nous n'a bougé. Je devais ressembler à quelque chose qui avait rampé hors de la montagne elle-même. Boue, sang, vêtements déchirés, visage contusionné. Une botte de randonnée maintenue par de la paracorde. Enfin, le vieux ranger a sauté du camion. Mon Dieu! Il a couru vers moi. Madame, qui êtes-vous? J'ai essayé de répondre. Un seul mot est sorti avant que tout ne devienne noir. J'ai avalé du sang. Maman. Puis je me suis effondré dans ses bras. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'infirmerie de la station des Rangers. L'odeur d'antiseptique se mêlait à celle des pains humides qui entraient par la fenêtre ouverte. Un masque à oxygène couvrait mon visage. Un ambulancier a remarqué que mes yeux s'ouvraient. Doucement. Vous en avez vu de toutes les couleurs. J'ai essayé de m'asseoir. Une douleur a traversé mes côtes. Non. Il a doucement repoussé mon épaule. Restez tranquille. Mes premiers mots sont sortis à peine plus fort qu'un souffle. Il s'est penché plus près. Mon fils, vous le verrez. Mon mari. Il est vivant. Ma mère, l'ambulancier a hésité. Puis a répondu prudemment, elle est dehors. Mon cœur s'est mis à battre la chamade.
Dehors. Pourquoi? La porte de la station s'est soudain ouverte brusquement. Un adjoint du shérif s'est précipité à l'intérieur. Ils sont là. L'ambulancier a froncé les sourcils. Oh, les médias. J'ai fermé les yeux. L'adjoint a hoché la tête. La nouvelle s'était répandue qu'une personne correspondant à la description de la randonneuse disparue avait été retrouvée vivante. En quelques minutes, la calme station des Rangers est devenue un chaos. Camionnettes de presse, véhicules du shérif, camions de recherche et secours, volontaires. Tout le monde essayait de comprendre l'impossible. La femme que tout le monde croyait morte venait de sortir de la montagne. Dehors, ma mère a entendu la nouvelle d'une journaliste de télévision. Le micro a presque glissé de sa main. Quoi? La journaliste a souri. Les équipes de recherche viennent de confirmer. Votre fille a été retrouvée vivante. Le corps entier de maman s'est figé pendant près de 3 secondes. Elle a oublié de pleurer. Elle a oublié les caméras. Elle a oublié tout le monde qui regardait. Elle a simplement fixé. Puis, presque instantanément, les larmes sont revenues. Oh, merci mon Dieu. Elle a couvert son visage. Mon bébé. Elle a commencé à courir vers la station des Rangers. Non pas parce qu'elle voulait me voir, mais parce qu'elle avait besoin de savoir ce que je me souvenais. Le shérif l'a arrêtée devant l'entrée. Madame Whitfield, elle a besoin de soins médicaux. Je veux juste serrer ma fille dans mes bras. Pas encore. Elle a forcé une autre larme sur sa joue. S'il vous plaît. Le shérif a secoué la tête. Les médecins ont besoin d'espace. Elle a hoché la tête tristement pour les caméras. Je comprends. Puis elle s'est discrètement reculée. Mais pendant que tout le monde regardait l'ambulance, personne n'a remarqué qu'elle envoyait un texto. A-t-elle dit quelque chose? À l'intérieur, une infirmière ajustait ma perfusion. Mon mari, Ethan, s'est précipité par la porte. Ses yeux étaient gonflés. Il est tombé à genoux à côté du lit pendant plusieurs secondes. Aucun de nous n'a parlé. Il a simplement passé ses bras autour de moi aussi doucement que mes blessures le permettaient. Sa voix s'est brisée, je t'ai enterré dans ma tête 100 fois. J'ai pleuré dans son épaule, j'ai continué à grimper. Je sais. Je n'arrêtais pas de penser à Caleb. Il a souri à travers ses larmes, il attend. Il n'a jamais cessé de croire. Mon fils de 6 ans n'était pas autorisé à entrer dans la salle de soins, protocole hospitalier. Au lieu de cela, il se tenait dehors derrière la vitre, tenant le renard en peluche que je lui avais offert pour ses 4 ans. Quand nos regards se sont croisés, il a souri. J'ai dit à papa, sa petite main pressée contre la vitre. Je savais que tu rentrerais à la maison. Pas de tribunal, pas d'enquête, pas de vengeance. Rien à ce moment-là ne comptait sauf le fait que j'étais encore en vie. 1 heure plus tard, le shérif Daniel Reeves est entré dans la chambre. La cinquantaine avançait, calme, le genre d'homme qui écoute avant de parler. Il a fermé la porte. Il n'y a pas de caméra ici. Il s'est assis à côté de mon lit. J'ai besoin de vous poser une question. Il n'a pas ouvert de carnet. Il n'a pas allumé d'enregistreur. Il m'a simplement regardé. Êtes-vous tombé ou quelqu'un vous a-t-il fait tomber? J'ai regardé vers la fenêtre. Dehors, ma mère se tenait entourée de journalistes, pleurant, acceptant des étreintes, disant à tout le monde combien elle était reconnaissante. Je me suis souvenu du couteau, de la corde, de son sourire, du selfie. Puis je me suis souvenu d'autre chose, la corde cassée encore attachée à mon harnais. J'ai regardé le shérif, ma mère a coupé la corde de sécurité. La pièce est devenue silencieuse. Il ne m'a pas interrompu. Il ne m'a pas questionné. Il a simplement demandé, pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Depuis le moment où elle a ouvert son sac à dos jusqu'au moment où elle a murmuré. One less problem. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux pendant près de 30 secondes. Enfin, il s'est levé, je vous crois. J'ai froncé les sourcils. Comme ça?
Il a hoché la tête, parce que quelque chose nous gênait depuis le début. Quoi? La corde. Il a ouvert un sac à preuve transparent. À l'intérieur se trouvait le morceau sectionné récupéré sur la montagne. Les fibres semblaient parfaitement lisses, même de l'autre côté de la pièce. Je pouvais le voir, une coupe nette, pas d'usure, pas d'abrasion, une lame. Le shérif Reeves m'a regardé droit dans les yeux. Notre coordinateur de secours l'a remarqué avant tout le monde. Il a ordonné que la corde soit conservée au lieu d'être jetée. Il a placé un autre sac à preuve à côté. À l'intérieur, un couteau de secours à manche rouge. Le couteau était dans le sac à dos de votre mère. Ma respiration a ralenti. Il a hoché la tête, nous ne traitons plus cela comme un accident. Dehors, une conférence de presse avait déjà commencé. Les journalistes se pressaient autour de l'entrée. Ma mère se tenait à côté de l'agent d'information du shérif. Elle tamponnait ses yeux, je veux juste que ma fille rentre à la maison. Un journaliste a levé la main, Madame Whitfield. Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé sur le sentier? Elle a soupiré théâtralement, tout est arrivé si vite. Un autre a demandé, votre fille a-t-elle dit quelque chose avant de tomber? Maman a secoué la tête, non. J'ai essayé de l'attraper, mais elle a glissé. Les mots ont résonné sur des dizaines de diffusions en direct. À ce moment précis, le shérif Reeves est monté sur l'estrade. Il s'est penché vers le micro, nous avons une mise à jour. Tout le monde s'est tu. Nous avons localisé mademoiselle Nora Whitfield vivante. Des applaudissements ont éclaté. Les journalistes ont souri. Certains volontaires ont pleuré. Ma mère a couvert sa bouche. Performance parfaite. Puis le shérif a continué, à compter de maintenant. Cette enquête n'est plus traitée comme une chute accidentelle. Les sourires ont disparu. Les micros se sont levés plus haut. Il n'a pas regardé ma mère. Il a regardé seulement les caméras. Nous enquêtons désormais sur des preuves cohérentes avec une altération intentionnelle. D'équipements de sécurité d'escalade certifiés. Chaque journaliste s'est tourné vers maman. Pour la première fois depuis ma chute, elle avait l'air vraiment effrayée. Pas parce que j'avais survécu, mais parce que les preuves avaient survécu avec moi. Alors que les adjoints s'approchaient discrètement des deux côtés. Elle a murmuré quelque chose trop bas pour les caméras. Mais un micro suspendu au-dessus a capté chaque mot. Elle a marmonné, j'aurais dû couper les deux cordes. Aucun de nous ne le savait encore. Mais ces 6 mots deviendraient la phrase que chaque juré se rappellerait. Le silence a duré moins de 2 secondes. Puis tous les journalistes ont commencé à crier en même temps, Madame Whitfield. Que veut-il dire par altération intentionnelle? Avez-vous coupé la corde? Êtes-vous maintenant suspecte? Ma mère a cligné rapidement des yeux, essayant de se reprendre. Elle a forcé un sourire tremblant, il doit y avoir une erreur. Elle a ri nerveusement, je ne ferai jamais de mal à ma propre fille. Le shérif Reeves n'a pas argumenté. Il s'est simplement éloigné du pupitre. 2 détectives se sont approchés tranquillement d'elle. Les caméras les ont suivis. Un détective a parlé doucement, assez bas pour que seuls les premiers rangs entendent. Madame Whitfield, nous aimerions vous poser quelques questions supplémentaires. Elle a hoché la tête théâtralement, bien sûr, je n'ai rien à cacher. Mais en se retournant, elle a aperçu quelque chose derrière la foule. Les portes de l'ambulance venaient de s'ouvrir. Les ambulanciers ont abaissé un fauteuil roulant sur le trottoir. Je n'étais pas censé être là. Les médecins voulaient une autre nuit d'observation. J'ai insisté. J'ai besoin de 5 minutes. Pas plus. Le fauteuil roulant a roulé lentement vers l'entrée. Mon bras gauche reposait dans une écharpe. Des ecchymoses violettes couvraient mon visage. Des points de suture traversaient mon front. Mes vêtements de randonnée étaient encore déchirés, tachés de sang séché et de boue de montagne. La foule s'est écartée sans que personne ne le demande. Personne n'a parlé. Le seul son provenait des caméras de télévision qui se mettaient au point. Une journaliste a baissé son micro.
Une autre a retiré son oreillette. Même l'hélicoptère au-dessus semblait plus silencieux. Ma mère m'a regardé directement. La couleur a quitté son visage. Elle a fait un petit pas en arrière, puis un autre. Le mouchoir qu'elle serrait a glissé de ses doigts. Pour la première fois de toute ma vie, elle avait l'air d'avoir peur de moi. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais en vie. Je me suis levé avec l'aide d'Ethan. Chaque mouvement faisait mal. Le shérif marchait à mes côtés, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais, mais je dois le faire. Je me suis approché lentement du pupitre. Pas de discours, pas de musique dramatique, pas de vengeance, juste la vérité. Une journaliste a enfin retrouvé sa voix. Nora, voulez-vous dire quelque chose? J'ai regardé les centaines de personnes qui me fixaient. Puis ma mère. Elle a murmuré, Nora, s'il te plaît. C'était la première fois qu'elle prononçait mon nom depuis la randonnée. J'ai répondu calmement, j'ai entendu chaque mot. Elle a froncé les sourcils, quoi? Quand tu as coupé ma corde. Des larmes ont immédiatement rempli ses yeux. Je n'ai pas, tu as souri. Elle s'est arrêtée de parler. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as souri. La foule est devenue parfaitement immobile. J'ai continué, puis tu as dit, one less problème. Maman a secoué violemment la tête, non. Non, ce n'est pas vrai. Tu as glissé. Tu as glissé. Elle l'a répété encore et encore, presque désespérément. Le shérif Reeves s'est enfin avancé. Madame Margaret Whitfield. La corde récupérée sur les lieux montre une coupe nette au couteau. Elle l'a fixée. Le couteau de secours récupéré dans votre sac à dos contient des fibres de corde cohérentes avec la ligne de sécurité endommagée. Elle a regardé vers les journalistes, puis vers moi. Enfin, elle a réalisé que les larmes ne la sauveraient plus. Elle a changé de tactique, c'est ridicule. Elle m'a pointé du doigt. Elle s'est cogné la tête. Elle est confuse. J'ai passé 2 jours à pleurer ma fille et maintenant. Elle m'accuse de tentative de meurtre. Elle a regardé autour d'elle vers les caméras, vous ne pouvez pas croire ça. Avant que quiconque ne réponde, une voix calme est venue du fond de la foule, je la crois. Tout le monde s'est retourné. Un homme grand portant une veste orange de recherche et secours s'est avancé. Il s'appelait Ben Alvarez. Il coordonnait les volontaires depuis la première heure des recherches. Il portait un sac à preuves scellé. À l'intérieur, un smartphone noir. Je ne voulais pas interrompre plus tôt. Il a tendu le sac au shérif Reeves, nous avons trouvé ça hier. Mon cœur a fait un bond. Mon téléphone. Il a hoché la tête. Il a glissé sous une corniche rocheuse à environ 30 pieds au-dessus de l'endroit où Nora était. Piégé. Le technicien médico-légal à proximité l'a soigneusement sorti. L'écran était détruit. Ben a souri légèrement, peut-être, mais la puce mémoire a survécu. Tout le monde a regardé le shérif. En quelques minutes. Un technicien a connecté le téléphone endommagé à un appareil de récupération à l'intérieur de la remorque de commandement des médias. La foule attendait dehors dans un silence complet. 5 minutes plus tard, le technicien est ressorti avec une tablette. Nous avons récupéré une vidéo. J'ai froncé les sourcils, une vidéo? Je n'en ai pas enregistré. Vous ne l'avez pas fait exprès, a-t-il expliqué. Le raccourci d'urgence a activé votre caméra au lieu de la lampe de poche pendant la lutte. Mon cœur s'est accéléré. Le shérif m'a regardé, voulez-vous la regarder en premier? J'ai hoché la tête. À l'intérieur de la remorque, la vidéo a été diffusée. L'image tremblait violemment, surtout du ciel, des rochers, des arbres. Puis le visage de ma mère a rempli le cadre, parfaitement net. Elle souriait, tenant le couteau de secours. L'enregistrement a capté sa voix parfaitement, one less problème. La lame a tranché la corde. La caméra a tournoyé follement pendant ma chute. Puis l'enregistrement s'est terminé. Pas de montage, pas de secondes manquantes. Pas de questions, juste la vérité.
Le shérif a lentement verrouillé la tablette. Quand nous sommes ressortis, toutes les caméras de la vallée étaient pointées sur ma mère. Elle a regardé de visage en visage, cherchant désespérément quelqu'un qui croyait encore en elle. Il n'y avait plus personne. Le détective principal s'est approché, Margaret Whitfield. Elle a levé les yeux. Vous êtes en état d'arrestation pour la tentative de meurtre de votre fille. Il a doucement pris son poignet. Elle n'a pas résisté. Elle m'a seulement fixé pendant plusieurs secondes. Aucun de nous n'a parlé. Puis elle a murmuré la question que je me demandais si elle poserait un jour. Comment as-tu survécu? J'ai regardé vers les montagnes qui s'élevaient derrière la station des Rangers. Puis vers elle, tu as coupé la corde. J'ai dit calmement, tu as oublié les arbres. Elle a baissé la tête. Les menottes ont claqué. Personne n'a applaudi. Personne n'a acclamé, car ce que tout le monde avait vu n'était pas une vengeance. C'était l'effondrement d'un mensonge qui avait duré exactement 48 heures. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait, Caleb a couru à travers le parking. Papa a dit que je pouvais te serrer dans mes bras maintenant. Je me suis agenouillé aussi prudemment que mes blessures le permettaient. Il a passé ses deux bras autour de mon cou, je savais que tu reviendrais. Je l'ai serré plus fort que jamais auparavant. Derrière nous, les montagnes restaient silencieuses. Les mêmes montagnes que ma mère croyait devenir ma tombe. Au lieu de cela, elles étaient devenues l'endroit où la vérité avait refusé de mourir. L'enquête a avancé plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Non pas parce que l'affaire était simple, mais parce que chaque élément de preuve pointait dans la même direction. Il n'y avait plus de mystère, seulement des preuves. 3 jours après mon sauvetage, j'ai fait ma déclaration formelle dans une salle de conférence de l'hôpital. Mes côtes étaient encore bandées. Mon bras gauche restait en écharpe. Marcher du lit à la chaise m'avait épuisé. De l'autre côté de la table étaient assis 2 détectives. Le procureur principal et le shérif Reeves. Le procureur a commencé doucement, prenez votre temps. Nous ne sommes pas pressés. J'ai hoché la tête, je me souviens de tout. Pendant près de 4 heures, j'ai décrit chaque minute de cette randonnée. Le temps, le sentier, les vérifications de sécurité, le sourire sur le visage de ma mère. Le couteau, les mots, one less problem. Quand j'ai terminé, personne ne m'a demandé de répéter. Car les preuves avaient déjà confirmé presque chaque détail. Le laboratoire d'état de criminalistique a terminé l'examen de l'équipement d'escalade. Le rapport ne faisait que 19 pages, mais il a détruit chaque version de l'histoire de ma mère. La corde n'avait pas cassé. Elle ne s'était pas effilochée. Elle n'avait pas défailli. Elle avait été sectionnée par une lame tranchante avec une pression descendante délibérée. L'angle de coupe correspondait au couteau de secours récupéré dans le sac à dos de ma mère. Des fibres microscopiques de la corde restaient incrustées près de la charnière du couteau. Il n'y avait aucune explication innocente. L'enquête numérique était encore pire pour elle. Les détectives ont obtenu un mandat pour son téléphone. Son historique de recherche de la semaine précédant la randonnée incluait des questions qui ont fait hésiter même les enquêteurs chevronnés, survie moyenne après une chute de 80 pieds. Combien de temps avant que les randonneurs disparus soient déclarés morts? Assurance vie après décès accidentel. Un conjoint ou un parent peut-il accéder au compte bancaire avant la succession? Les recherches n'avaient pas été faites des mois plus tôt. Elles avaient été faites la veille de notre voyage. Les enquêteurs financiers ont découvert une autre pièce du puzzle. Pendant que les équipes de recherche risquaient encore leur vie sur la montagne, ma mère avait déjà commencé à contacter des banques, des compagnies d'assurance, des conseillers en investissement. Elle me décrivait à plusieurs reprises comme presque certainement décédée. Un employé de banque a témoigné plus tard qu'elle semblait inhabituellement impatiente. Nous devons agir rapidement avant que tout ne soit bloqué. Cet employé se souvenait de l'appel parce que quelque chose semblait anormal. La plupart des parents en deuil demandaient des renseignements sur les frais funéraires. Ma mère demandait des formulaires de transfert. Puis sont venues les photographies.
Le volontaire de recherche et secours Ben Alvarez a récupéré les métadonnées du selfie qu'elle avait pris à l'Overlook. L'image elle-même n'était pas illégale, mais l'horodatage était dévastateur. La photo avait été prise 23 secondes après ma chute. 23 secondes avant qu'elle n'appelle le 911. Avant qu'elle ne crie, avant qu'elle ne demande de l'aide à quiconque. L'accusation a agrandi l'image. Dans le reflet de ses lunettes de soleil, on pouvait encore voir la corde de sécurité sectionnée pendant au-dessus de la falaise. La défense a tout essayé. Ils ont invoqué le traumatisme, la distorsion de la mémoire, le choc, la confusion. Ils ont soutenu que j'avais dû imaginer avoir entendu les mots « one less problem ». Puis le procureur a calmement diffusé la vidéo du téléphone récupéré. Pas de commentaires, pas de musique dramatique, juste la voix de ma mère. Claire, calme, indéniable, one less problem. La salle d'audience est devenue silencieuse. La défense n'a plus jamais contesté l'enregistrement. Le jour le plus difficile n'a pas été celui où j'ai témoigné. C'était quand Caleb a demandé pourquoi grand-mère ne pouvait pas venir à son anniversaire. Il était assis à côté de moi sur le sol du salon, construisant une montagne en jouets avec des blocs. Grand-mère a fait quelque chose de mal? Les enfants méritent des réponses honnêtes, pas des fardeaux d'adultes. Je l'ai attiré doucement sur mes genoux, protégeant mes côtes en guérison. Grand-mère a fait un choix très grave. Elle est désolée? J'ai pensé aux visites en prison, aux interviews, aux excuses. Aux lettres qu'elle avait envoyées en blâmant tout le monde sauf elle-même. Enfin, j'ai répondu honnêtement, j'espère qu'un jour elle le sera. Il a hoché la tête silencieusement. Puis a placé l'un de ses hélicoptères de secours enjoué au sommet de la montagne de blocs. Celui-ci trouve les gens. J'ai souri à travers mes larmes, oui, il le fait. 6 mois après la randonnée, le procès a commencé. Il a duré 8 jours. Les volontaires de recherche et secours ont témoigné. L'expert en corde médico-légale a témoigné. L'analyste numérique a témoigné. Les employés de banque ont témoigné. Ben Alvarez a décrit la découverte de mon téléphone sous les rochers. Le ranger de la foresterie a décrit m'avoir vu trébucher sur la route de service abandonnée. Même le pilote d'hélicoptère a parlé. Il a admis qu'ils avaient cherché directement au-dessus de moi sans jamais me voir à travers la dense canopée de pins. Puis le procureur s'est levé pour les plaidoiries finales. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas fait les 100 pas de manière dramatique. Il a simplement marché jusqu'à la table des preuves et pris la corde sectionnée. La tenant dans ses 2 mains, il a fait face au jury, les montagnes peuvent être dangereuses. Il a fait une pause. Roches instables. Mauvais temps. Défaillance d'équipement. Il a soulevé l'extrémité coupée de la corde, mais la nature n'a pas fait ça. Il a regardé vers ma mère, la nature n'a pas trahi Nora Whitfield. Vous l'avez fait. La salle d'audience est restée complètement silencieuse. Personne n'a détourné le regard. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Quand ils sont revenus, je ne regardais pas ma mère. Je tenais la main d'Ethan. La présidente du jury s'est levée, nous déclarons l'accusé, elle a pris une inspiration. Coupable. Tentative de meurtre. Altération de preuves. Faux témoignage aux forces de l'ordre. Infraction liée à la fraude à l'assurance liée à ses tentatives d'accès aux actifs pendant que j'étais encore disparu. Le juge a ensuite imposé une longue peine de prison dans les limites légales pour les crimes prouvés. Il a également ordonné une restitution et rendu un jugement civil lié à la mauvaise conduite financière établie pendant l'affaire. Avant que les adjoints n'escortent ma mère, le juge a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Les parents sont investis de la vie de leurs enfants. Vous avez utilisé cette confiance comme une arme. Aucun discours de ma mère n'a suivi. Pas de confession dramatique, seulement le silence. Parfois le silence dit tout. 1 an plus tard, la première chose que j'ai remarquée n'était pas la montagne. C'était le nouveau câble de sécurité. Acier frais, boulon d'ancrage brillant, marqueur réfléchissant d'avertissement. L'ancienne ligne,
celle que ma mère avait coupée, avait disparu. Le service du parc avait remplacé toute la traversée après l'enquête? Non pas parce que l'équipement avait défailli, mais parce qu'il ne voulait jamais qu'une autre famille revive ce que la nôtre était devenue. J'ai serré la sangle de mon sac à dos et j'ai regardé Ethan. Tu es prêt? Il a souri, seulement si tu le es. Entre nous, Caleb sautillait joyeusement sur le sentier. Maintenant âgé de 7 ans, il portait un petit sac à dos presque plus grand que lui. Accroché d'un côté se trouvait le renard en peluche qu'il avait refusé de laisser derrière. Le jour où je suis rentré à la maison. Derrière nous marchaient 4 visages familiers, Ben Alvarez, le coordinateur de recherche et secours qui avait refusé de croire que la montagne m'avait simplement englouti. Le ranger Walter Brigg. L'homme dont le vieux camion de foresterie était devenu le premier endroit sûr que j'avais vu en 3 jours. 2 volontaires secouristes qui avaient passé 72 heures à chercher sans abandonner. Je les avais tous invités car survivre n'est pas quelque chose que l'on fait seul. Alors que nous grimpions, les souvenirs revenaient à chaque virage du sentier. L'overlook où maman avait ri à une des blagues de Caleb. Le cèdre tombé où nous nous étions arrêtés pour déjeuner. Le virage où elle m'avait demandé de prendre sa photo. Chaque endroit portait 2 versions du même jour. Celle que tout le monde croyait et celle qui s'était réellement produite. Aujourd'hui, seule la vérité restait. Quand nous avons atteint Eagle Spin Overlook, le vent était exactement le même, frais, régulier, portant l'odeur des pins à travers la vallée. Pendant un moment, personne n'a parlé. Ben a tranquillement marché jusqu'au nouveau câble de sécurité et a posé une main dessus. Le parc voulait qu'il soit installé avant de rouvrir le sentier. J'ai hoché la tête, il a l'air plus solide. Il l'est. Il a souri, toi aussi. À quelques mètres se trouvait une petite plaque de bronze montée sur une pierre naturelle. Je me suis approché et l'ai lu à voix haute. Dédié à ceux qui ont survécu parce que des inconnus ont refusé d'abandonner. Pas de nom, pas de photo, juste de la gratitude. J'ai senti des larmes me piquer les yeux car ces mots n'étaient pas seulement à mon sujet. Ils concernaient chaque volontaire qui avait quitté sa famille pour chercher quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Chaque ranger, chaque ambulancier, chaque pilote qui avait refusé d'arrêter de chercher. Caleb a tiré doucement sur ma veste, maman. Oui, mon chéri. Il a regardé vers le ravin, tu avais peur? J'ai souri honnêtement, très peur. Il y a réfléchi une seconde, tu as peur maintenant? J'ai regardé par-dessus le bord. Le ravin n'avait pas changé. Les arbres étaient toujours là. Les rochers, la rivière rugissante en contrebas. La nature n'avait jamais été mon ennemi. J'ai pris la main d'Ethan. Puis celle de Caleb, plus maintenant. Il a souri, bien. Parce que je veux finir la randonnée. Tout le monde a ri, même Ben. Le son a résonné à travers la vallée. 1 an plus tôt, le seul son ici avait été mon cri. Maintenant, c'était le rire. Avant de partir, Ethan a sorti son téléphone de sa poche, photo de famille. J'ai hoché la tête. Cette fois, pas de selfies, pas de prétention, pas de mensonges. Un randonneur passant a proposé de prendre la photo. Nous nous sommes tenus ensemble, Ethan, Caleb, moi. Derrière nous se tenait Ben. Walter et les volontaires qui étaient devenus une partie de l'histoire de notre famille. L'appareil a cliqué. Pendant une seconde, je me suis souvenu d'une autre photo. Le selfie souriant de ma mère pris 23 secondes après qu'elle ait coupé ma corde. Elle voulait que cette image devienne la dernière image de notre histoire. Au lieu de cela, celle-ci est devenue celle qui comptait. Non pas parce qu'elle effaçait ce qui s'était passé, rien ne le pourrait jamais. Mais parce qu'elle prouvait quelque chose de plus fort. Elle avait essayé de faire de la montagne l'endroit où ma vie se terminait. Au lieu de cela, elle était devenue l'endroit où j'ai appris exactement combien la vie valait la peine de se battre. Alors que nous descendions le sentier, Caleb a glissé sa petite main dans la mienne, « Maman ? » Oui. Je pense que c'est ma randonnée préférée. J'ai souri, je pense que c'est la mienne aussi. Parce que cette montagne n'appartenait plus à la peur.
À la trahison ou à la femme qui croyait pouvoir m'effacer. Elle appartenait à la survie, à la vérité, aux personnes qui avaient refusé d'abandonner. Et chaque pas loin de cet overlook me rappelait une simple vérité. Ma mère pensait que couper ma corde de sécurité mettrait fin à mon histoire. Elle n'avait jamais imaginé que survivre deviendrait la preuve la plus forte contre elle. Ni que la vie qu'elle avait essayé de prendre deviendrait celle que je chérirais le plus.